Chapitre 39. S'il avait pu rester dans l'esprit des plus obstinés sceptiques de Villers-Cotterêts quelques doutes sur le désastre de Waterloo, le passage de Napoléon les eût levés tous. D'ailleurs, cette avant-garde de fuyards que nous avions vue ne faisait que précéder le corps d'armée. Ce corps d'armée commença à apparaître dans la matinée du 22. Je déclare ici que c'était un terrible et magnifique spectacle, sublime à force d'être hideux. D'abord avaient passé, mêlés les uns aux autres, marchant sans ordre, sans tambour, presque sans armes, ceux qui s'étaient tirés sains et saufs, ou avec de légères blessures, de cette horrible boucherie. Puis étaient venus ceux qui étaient blessés plus gravement, mais qui pouvaient encore ou marcher, ou se tenir à cheval. Enfin vinrent ceux qui ne pouvaient ni marcher ni se tenir à cheval. Les malheureux, avec des bras emportés, des jambes brisées, des blessures qui leur trouaient le corps, couchés dans des charrettes mal pensées ou n'ayant pas été pensées du tout, les malheureux se soulevaient encore, agitaient quelques lambeaux sanglants et criaient « Vive l'empereur !» Beaucoup retombaient morts, c'était leur dernier cri. Le cortège funèbre dura 2 ou 3 jours. Où conduisait-on tous ces hommes ? Pourquoi endolorir leur agonie par cette exposition à l'ardent soleil de juin, par le chaos des charrettes, par l'absence de tout pansement ? Avait-il donc tant que de Waterloo chez nous toutes les villes en fussent encombrées ? Oh, c'est vu ainsi, loin des fanfares des trompettes, loin des roulements des tambours, loin de la fumée des canons, loin des éclairs de la fusillade, c'est vu ainsi que la guerre est non seulement hideuse, mais folle, mais insensée. Nous reconnaissions tous ces débris. C'était pourtant ce qui restait de ces beaux régiments que nous avions vus passer si fiers, si menaçants, et dont la musique, traduisant l'enthousiasme, jouait le « Veillons au salut de l'Empire ». Hélas, l'armée était détruite et l'Empire abattu. Enfin, les charrettes devinrent plus rares et disparurent tout à fait. Alors commença le passage de ces corps ralliés par Jérôme sous les murs de Laon. Chaque régiment était réduit des 2/3. Il restait 15 de ces malheureux mamelouks, les autres tués ou dispersés. 2 ou 3 officiers sur 25 ou 30 qui avaient logé chez nous vinrent nous voir en repassant. Les autres étaient restés soit à la ferme du Goumont, soit à la Haie-Sainte, soit dans le fameux ravin qui servit de fosse commune à 10 000 héros. Au milieu de cette déroute, mon beau-frère et ma sœur arrivèrent. Grâce au souvenir du siège de Soissons en 1814, siège pendant lequel M. Letellier avait été maire et s'était admirablement conduit, son fils avait obtenu de l'avancement. Il était nommé contrôleur ambulant à Villers-Cotterêts. Il arriva avec ma sœur par la route de Paris, juste au moment où on attendait l'ennemi par la route de Soissons. Cette fois, les cruautés étaient moins grandes, nulle part il n'y avait résistance. Napoléon avait abdiqué, on avait proclamé Napoléon II, personne n'avait l'air de croire au sérieux de cette proclamation, pas même ceux qui l'avaient faite. Un jour nous entendîmes des clairons sonnant un air étranger, et nous vîmes déboucher sur la place de la ville 5 ou 6 000 hommes. C'étaient des Prussiens du Grand-Duché de Bade, vêtus de ces charmants uniformes auxquels on ne pouvait faire que se reproche d'être trop élégants pour des uniformes militaires. Un régiment anglais marchait de concert avec eux. 2 officiers anglais nous échurent. Le fameux haricot de mouton avait reparu. Nos hôtes étaient 2 braves jeunes gens, pleins d'appétit, qui lui firent honneur. Ils ne parlaient pas français. Il est inutile de dire que je ne savais pas un mot d'anglais à cette époque. L'un d'eux eut l'idée de me parler latin. J'avoue que d'abord je crus qu'il continuait à me parler anglais, et je l'admirais dans sa persistance. Enfin, je découvris qu'il me faisait, dans la langue de Virgile, l'honneur de m'offrir de boire un verre de vin avec lui. J'acceptai, et pendant le reste de la journée, nous pûmes nous entendre, ou à peu près. Le dépôt de mendicité que nous avions tant maudit nous sauva d'une garnison étrangère, de sorte que cette grande inondation anglaise, russe et prussienne ne fit que passer chez nous, mais ne séjourna point. Puis les nouvelles nous arrivèrent de Paris, de la province et de l'étranger. Quelques-unes de ces nouvelles étaient terribles pour nous.
Le 2 juillet, en même temps que les puissances alliées déclaraient Napoléon prisonnier de guerre, on assassinait le maréchal Brune à Avignon. Hélas, c'était le seul de tous les amis de mon père qui nous fut resté fidèle. Je me dis alors qu'un jour, quand je serai homme, j'irai à Avignon, et que d'une façon ou de l'autre, je ferai payer sa mort à ses assassins. J'ai tenu parole. Le 19 août, comme Napoléon arrive à la hauteur du détroit de Gibraltar, la Bédoyère est fusillée. Enfin, le 7 décembre, le maréchal Ney est fusillé dans l'allée de l'Observatoire. Puis tout reprit sa marche naturelle, et dans notre petite ville, éloignée de tout, isolée au milieu de sa forêt, on eût pu croire que rien n'était changé. Quelques-uns, comme Moquet, avaient eu le cauchemar, voilà tout. Nous étions de ceux-là. On comprend bien que le retour de Napoléon et les événements des 100 jours avaient fait oublier à M. de Violaine le procès-verbal de M. Créton, et qu'il n'avait plus été question ni des 50 francs d'amende, ni de la confiscation de mon fusil. Seulement mon fusil avait été presque aussi complètement confisqué que s'il fût tombé entre les mains de l'inspection forestière. Il avait été caché, non pas de peur que les Prussiens ne le prissent pour une arme de guerre, mais de peur qu'ils ne l'emportassent comme arme de luxe. Dans la cachette, il s'était rouillé. Il fallut donc, pour le remettre en état, le porter chez mon bon ami Montagnon. Une fois là, il était à ma disposition, comme on sait. Parmi les habitués intimes de notre maison était un monsieur Picot, avoué de son état, frère de Picot de Noue et de Picot de l'Épée, grand chasseur devant Dieu, et presque aussi envié par moi comme chasseur en plaine que monsieur de Violaine ne l'était comme chasseur en forêt. En effet, par son frère, fermier de 3 ou 4 000 hectares, et fort jaloux de sa chasse, quoique son fils chassât peu et que lui ne chassât point du tout, Monsieur Picot, l'avoué, avait à lui et à son chien d'arrêt, en toute propriété usufruitière, les 3 ou 4 terroirs les plus giboyeux des environs de Villers-Cotterêts. Aussi bien qu'il ne fût pas réputé un des meilleurs tireurs du pays, faisait-il des chasses magnifiques, dont je voyais d'un œil envieux sa carnassière rebondie accuser le résultat lorsqu'il passait devant notre porte pour rentrer dans ses foyers, comme il avait l'habitude de dire. Je compris que ce n'était point tout, que M. Picot fût de nos amis, mais qu'il fallait particulièrement que je fusse des siens. Ce point établi dans mon esprit, les câlineries commencèrent. Comment m'y pris-je? Oh, je n'en sais rien, car l'homme n'était point facile à séduire. Mais ce que je sais, c'est qu'au bout d'un mois de séduction, M. Picot m'offrit de me conduire à la chasse avec lui. Seulement il ne voulait pas me conduire sans la permission de ma mère. Là était le nœud. J'exposai ma demande, ma pauvre mère en devint toute pâle. M. Picot, bien entendu, était là. « Oh mon Dieu, lui dit-elle, quand nous avons sous les yeux l'exemple de M. Denrée et celui de votre pauvre neveu Stanislas, comment avez-vous le courage de me le prendre ?» « Ah, diable, je ne vous le prends pas, s'écria M. Picot. Je ne me soucie pas que vous m'attaquiez en débauche d'enfant mineur. Je voulais lui procurer un peu de plaisir. Il adore la chasse, cet enfant, et sous ce rapport-là, vous savez de qui il tient. Vous ne voulez pas qu'il s'amuse? N'en parlons plus. » Quoique, au premier moment, je ne l'appréciasse point à sa valeur, la forme de la phrase était adroite. Car toute courte qu'elle était, ce qui était déjà un mérite dans une phrase d'avoué, elle contenait 2 arguments irrésistibles. Sous ce rapport-là, vous savez de qui il tient, et vous ne voulez pas qu'il s'amuse, n'en parlons plus. Celui de qui je tenais, c'était mon père. Or, dire à ma mère que je ressemblais à mon père, que j'avais la voix de mon père, que j'avais les goûts de mon père, c'était une grande séduction. Ajouter à cela qu'elle ne voulait pas que je m'amusasse, c'était lui faire un grand reproche à elle, bonne et excellente mère, qui eût vendu son dernier couvert d'argent pour me donner un plaisir.
La péroraison elle-même était calculée, le « ne m'en parlons plus » avait été jeté avec un tel laisser-aller qu'il voulait dire « Pardieu, gardez votre gamin si vous voulez, c'était par pure complaisance que je l'emmenais, vous ne voulez pas que je fasse son éducation de chasseur, c'est de la peine, en moins n'en parlons plus. » Aussi, à mon grand étonnement, ma mère, au lieu d'accepter le « n'en parlons plus » et de n'en plus parler, poussa-t-elle un soupir, et au bout d'un instant, « Oh, mon Dieu, dit-elle, je sais bien que s'il ne chasse pas avec vous, il chassera avec un autre, et même tout seul. Oh, j'aimerais donc mieux, au bout du compte, vous le confier, à vous qui êtes prudent. » Monsieur Picot me fit un signe du coin de l'œil. Ce signe voulait dire « Allons vite, saute sur ce demi-consentement et fais-en un consentement complet. » Je compris, je jetai mes 2 bras au cou de ma mère, l'embrassant, la remerciant, la caressant. « Eh bien, chère Madame Dumas, dit Monsieur Picot, pour vaincre un dernier scrupule, il connaît les fusils comme un armurier. Que diable voulez-vous qu'il lui arrive? C'est bien plutôt moi qui risque qu'il ne m'envoie du plomb. »« Ah, il y a encore cela, dit ma mère. »« Oui, mais je n'ai pas peur, je le mettrai à bonne distance de moi, soyez tranquille. »« Et vous lui chargerez son fusil? »« Je lui chargerai son fusil, soit. » « Allons, puisque vous le voulez. » Ma pauvre mère eût plus justement pu dire « puisqu'il le veut. » J'ai bien eu des désirs accomplis, bien des vanités satisfaites, bien des ambitions atteintes, dépassées même. Je ne sais pas si jamais désir, vanité, ambition réalisées m'ont donné une joie pareille à celle que me donnèrent ces quelques mots « Allons, puisque vous le voulez. » Monsieur Picot ne me fit point languir. Il arrêta pour le lendemain dimanche une chasse au miroir. Ce n'était qu'une chasse aux alouettes, c'est vrai, mais enfin c'était une chasse. Aussitôt la permission accordée, j'avais couru chez Montagnon, lui avais fait part de la bonne nouvelle et lui demandé mon fusil. Puis je l'avais démonté, je l'avais lavé, quoiqu'il fût propre et parfaitement huilé. Enfin, le soir, je l'avais monté dans ma chambre et placé près de mon lit. Il va sans dire que je ne fermais pas l'œil de la nuit. De temps en temps, j'allongeais la main pour m'assurer que mon cher fusil était toujours là. Jamais maîtresse adorée ne fut plus caressée que cet assemblage insensible de bois, de fer et d'acier. Malheureusement, nous étions au mois de novembre et le jour venait tard. Mais si le jour, en se levant, regarda de mon côté, il me vit plus matinal que lui et déjà revêtu de ma défroque de chasseur. Tout cela formait un singulier mélange d'élégance et de pauvreté. Le fusil était charmant, un véritable petit fusil de duchesse à canon doré et cannelé, à lumière et à bassinet doublé de platine à crosse de velours. Ma poire à poudre à amorcer était une poire à poudre arabe rapportée d'Égypte par mon père et faite d'une petite défense d'éléphant. Du reste, toute damasquinée d'or, comme ces choses d'Orient sur lesquelles il semble que le soleil est déteint. Ma poire à poudre à charger était une corne transparente comme du verre et montée tout en argent. La charge, ou plutôt ce qui contenait la charge, était un renard couché, ciselé comme si Bari eût existé de ce temps-là. Elle venait de la princesse Pauline. Tout le reste de l'accoutrement était plus que modeste et jurait fort avec ces 3 objets de luxe. Au reste, ne sachant pas encore ce que c'était que l'amour, je ne savais pas non plus ce que c'était que la coquetterie. Je couchais dans la même chambre que ma mère, elle se leva en même temps que moi, joyeuse et attristée à la fois, joyeuse de ma joie, attristée de ce premier échappement, si je puis parler ainsi, à sa puissance maternelle. Je courus chez Monsieur Picot. Lui n'était pas levé. Je fis un si grand bruit que je le réveillai. « Oh, me dit-il, en passant sa culotte de velours à côte et ses grandes guêtres de cuir. C'est déjà toi, garçon? C'est qu'il est tard, Monsieur Picot, il est 7 heures. Oui, mais il a neigé, et les alouettes ne se lèvent qu'à midi. Comment nous attendrons jusqu'à midi, m'écriai-je. Oh, pas tout à fait, seulement nous déjeunerons. Et pourquoi faire? Mais pour déjeuner, donc, reprit Monsieur Picot. Oh, je suis un trop vieux chasseur pour m'embarquer l'estomac vide. Bon pour toi qui débutes. En réfléchissant, je n'étais pas non plus très ennemi du déjeuner, d'autant plus que chez Monsieur Picot,
On déjeunait à merveille. Nous déjeunâmes donc, M. Picot savoura son café de la première à la dernière goutte en véritable sybarite du XVIIIe siècle. Voltaire avait mis cette liqueur fort à la mode en s'empoisonnant régulièrement 3 fois par jour avec elle. Quant à moi, mes yeux ne quittaient pas la fenêtre, je voyais bien que c'était le temps couvert qui faisait que M. Picot ne se pressait pas. Et tout à coup, je jetai un cri de joie, un rayon de soleil commençait de percer l'atmosphère grise et neigeuse. « Oh, voyez, voyez !» m'écriai-je, « voilà le soleil !» En ce moment, j'étais dévot comme un brahme. « Partons, dit M. Picot. » Nous partîmes, le domestique nous suivit, portant le miroir et le paquet de ficelles. M. Picot passa par son jardin, qui donnait sur un pauvre faubourg appelé les Buttes, ou plutôt les Huttes, car il était composé bien plutôt de huttes que de maisons. J'étais désolé, j'avais espéré passer par la ville et me faire voir à mes concitoyens dans toute ma gloire. Nous dressâmes notre établissement sur le point culminant de la plaine, nous mîmes notre miroir en rotation, et nous attendîmes.